Bien, alors après qu'on a élaboré le modèle entité-association, donc la phase, donc la phase qui précède la mise en place dans la base de données, alors donc on va voir qu'on va utiliser le MySQL, donc on va mettre en place le modèle logique de données correspondant à ce modèle. Alors suivant les différentes règles qu'on a vues pour pour traduire les différents composants d'un MCD vers le modèle logique de données. Alors comment? Donc on a dit que alors la première règle, c'est que les différentes entités de notre modèle vont être traduites par des tables dans le modèle logique de données. Alors, quelles sont donc les différentes tables? Donc, généralement, dans le MLDR, vous allez procéder à mettre en place les tables qui ne contiennent pas les clés étrangères tout d'abord. Comme ça, lorsque vous allez définir les tables qui contiennent donc les clés étrangères, vous aurez donc déjà une définition de la table avant qui va être donc la table qui contient la clé primaire qui va être référencée en tant que clé étrangère de notre table. Alors donc pour cela donc on va commencer par les entités avec donc qui ont les qualités AN. Donc vous avez la première entité c'est agence. Donc l'entité agence va être transformée en table, donc ici mon MLDR, notre MLDR, donc on a l'entité agence, c'est une table, donc la table agence dans le MLDR. Alors, et cette table-là, on a dit, contient des... Alors, on revient dans le MCD, on a le numéro de l'agence. Alors, l'identifiant de l'entité va être transformé en clé primaire dans le MLDR. Alors, on va le nommer, alors, num agence. Alors, et ce numéro d'agence, on a dit, pour spécifier que c'est une clé primaire, on va le souligner. Alors, on va souligner le numéro de l'agence. Bien, alors la suite, c'est, alors on a les autres attributs de l'entité vont devenir des champs dans la table agence. Alors, on a l'attribut, alors nom agence va devenir nom agence, devenir un champ nom agence. Et l'attribut adresse agence, il va devenir un champ adresse agence dans la table. Alors c'est bon? Donc voilà, donc on a défini notre première table de la base de données. Alors on passe à la deuxième table. Alors vous avez agence. Alors deuxième table. Alors on va déclarer client. D'accord? Alors la table client. La table client. Alors, et cette table-là, elle contient la clé primaire qui est numéro de... Alors, on va la noter en tant que clé primaire. Alors, souligner. Et on passe... Donc, on a l'entité client avec les différents attributs qui vont être traduits par des champs dans la table client. Alors, ces champs seront le nom de client, profession, profession client, adresse, postale de client et l'adresse email de client.
Bien, est-ce qu'on a fini là, de déclarer la table dans notre cas de la table client? Alors, on va revenir au modèle MCD. On va voir la cardinalité près de l'entité client. Alors, vous avez ici la cardinalité 1, 1. C'est-à-dire que dans notre MLD, cette table-là va contenir une clé étrangère. Alors, mais cette clé étrangère, d'où il va venir? Donc, reviens vers le MCD. Alors, cette clé étrangère va venir de l'entité, donc va venir de l'entité agence, c'est-à-dire il va venir de la table agence, c'est-à-dire la clé primaire de la table agence va être déclarée en tant que clé étrangère dans la table client. Donc, comment déclarer une clé étrangère? On a dit que on va écrire le numéro de l'agence, la clé étrangère, mais pour dire que c'est une clé étrangère, on va spécifier le dièse. C'est bon, vous êtes d'accord? Alors c'est bon, maintenant notre table elle est bien définie avec la clé primaire, les champs et la clé étrangère correspondante. Alors maintenant, donc on passe à l'autre. Alors l'autre table, alors on a l'entité service. Alors il va être transformé aussi en table. Alors service, et cette table-là, elle contient une clé primaire. D'où il vient cette clé primaire? La clé primaire, c'est un identifiant qui est traduit en tant que clé primaire. Alors, num service, la date. Alors ici, avant, donc on a dit, on va le souligner. Alors, clé primaire. Alors, date service. Oui, date début. Service, date, service début et date. Alors, date, service, fin. Alors, je reviens à mon modélisation. Alors, pour l'entité service, il a la cardinalité 1A. C'est-à-dire, dans le modèle MLD, voilà, donc cette table-là, elle va contenir une clé étrangère qui vient à partir de la table client. Alors, qui est le num client. Alors, pour définir que c'est une clé étrangère, on va ajouter aussi le dièse. Bien. Alors, on a défini trois tables, les tables agence. Alors, table agence, table client, table service. Alors, quoi d'autre? La table employé. Alors, la table employé, alors contient, donc là, on va définir la clé primaire qui est matricule. Et les autres champs, alors non employé et email de l'employé. Alors ici, on a dit que c'est un cas particulier ici,
Alors, dans le MCD, où on a une association qui est réflexive, qui de cardinalité X1, Xn, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez cette association qui est traduite par une clé étrangère. Voilà, donc clé étrangère sur la même table. C'est-à-dire que la clé primaire de la table elle-même va être déclarée une autre fois en tant que clé étrangère. Alors on va déclarer la clé étrangère. Alors matricule. Mais est-ce qu'on va le nommer avec le même nom? Non, donc on va choisir un autre nom. Voilà, donc on va par exemple spécifier que c'est matricule de supérieur. C'est bon? Alors employé et l'autre table c'est opération. Alors ici pour l'entité opération, ici aussi on a un cas particulier, c'est là où on a une modélisation de l'héritage. Opération, l'entité mère avec deux entités fils, retrait et versement. Alors dans ce cas-là, généralement, on va procéder à la création d'une table, opération. Alors cette table-là, elle va contenir les données de l'ensemble de ces entités, c'est-à-dire de l'entité mère et de ces entités fils. Donc on va déclarer la table opération. Ah oui, oui, on doit procéder tout d'abord par compte parce que opération contient une clé étrangère de compte. Oui, effectivement. Donc on va vers compte. Alors la même chose ici, quand vous avez un héritage, alors quand vous avez une entité mère avec entité courant et entité épargne en tant que des entités fils. Alors la même chose, on va spécifier, on va créer une seule table pour ces trois entités. Alors la table compte, alors avec clé primaire numéro de compte. Et les autres champs de compte, c'est la date création, alors le solde. Et maintenant pour l'héritage, alors pour dire, alors lorsque je vais créer un enregistrement compte, alors comment je vais savoir est-ce que ce compte-là, elle est de type courant ou bien de type épargne? Donc on va ajouter dans la table, on va ajouter un champ qui va spécifier cet enregistrement. Est-ce que c'est un enregistrement courant ou bien un enregistrement épargne? Donc on va oui. Oui, on va le traduire par un champ dans la table. Comme ça, on va savoir le type de cet enregistrement. Alors parce qu'ici, lorsqu'on dit un compte, il est de type, il peut être soit compte courant ou bien il peut être un compte courant. Lorsque je vais créer un compte, vous êtes d'accord? Lorsque je vais créer un compte, soit je vais le créer en forme d'un compte courant ou bien je vais le créer en tant qu'épargne. Je ne peux pas créer, c'est-à-dire je ne peux pas avoir un compte qui est à la fois épargne et à la fois courant. Vous êtes d'accord? Alors, dans ce cas-là, ici dans la base de données, lorsque je vais créer un enregistrement compte, je dois spécifier son type. D'accord? Parce que le type, il va avoir une seule valeur à la fois. Il ne peut pas avoir deux valeurs
pour un même compte. C'est-à-dire lorsque je vais créer un compte, par exemple, alors un compte CP1. Votre camarade, par exemple, va se présenter, je vais lui créer un compte CP1. Alors, je vais demander à votre camarade, ce compte-là, est-ce que vous voulez créer un compte courant ou bien épargne? Il va me dire, par exemple, un compte courant. Alors, à la création, je vais créer un compte CP1. Alors, date, par exemple, nous sommes donc le 23/10/2017, avec un montant, par exemple, 8000 dirhams. D'accord? Et je vais dire que, alors ce compte-là, il est de type courant. Donc, je vais noter, par exemple, compte courant. D'accord? Alors, après, donc, est-ce que pour ce même compte, je peux le créer aussi épargne? La question est non. Parce que si par exemple votre camarade il veut créer un compte épargne, lorsqu'il va venir me demander, je vais lui créer un autre compte. Je vais créer cette fois un compte CP2, alors qui est de type épargne. D'accord? C'est-à-dire un autre enregistrement pour un autre type. D'accord? C'est clair? C'est clair? Alors maintenant, donc, on va ajouter le type. Ici. Alors c'est bon pour la compte? D'accord? Des questions ici? Oui. Oui. Voilà, donc ici, pour compte, vous avez leur carte d'identité 1 pour client, c'est-à-dire il va recevoir une clé étrangère de client. Donc on va noter alors num client en tant que clé étrangère dans la table compte. Comme ça, je peux savoir chaque compte créé à quel client il appartient. Et aussi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un compte avec carte d'identité 1 vers l'employé. Donc dans ce cas-là, chaque compte créé, je peux savoir quel employé a créé ce compte-là. Alors j'ai besoin, donc pour cela j'ai besoin de la clé étrangère de matricule. Donc la clé étrangère de la table donc qui est la clé primaire de la table employée. Bien, alors maintenant, lorsqu'on a créé donc la table compte, à ce moment-là, on peut créer aussi la table. Donc la table qui reste, c'est la table opération. Alors opération. Alors dans la table opération, qu'est-ce qu'on aura comme attribut? Alors num opération. Alors en tant que clé primaire, quoi d'autre? Alors on a date opération, c'est ça? Alors date opération, champ et montant. C'est bon? Voilà, donc on a l'héritage ici. Alors pour représenter l'héritage et pour savoir le type de l'opération, est-ce que c'est versement au retrait? On va ajouter un champ type. Et bien sûr, on a le carte d'identité ici 1 et du côté du compte et 1 du côté de l'employé. Donc on va ajouter, donc on aura deux clés étrangères ici. Alors la clé étrangère de l'employé, alors matricule, et la clé étrangère num compte. Alors num CP. C'est bon, est-ce qu'on a c'est bon, on a déclaré tous les champs. Alors bien, donc à ce niveau-là, donc on a
Alors, on a notre modèle. Alors, vous avez donc le modèle MLDR avec les différentes tables. Alors ici, donc, vous avez vu comment définir le modèle MLDR manuellement. Donc maintenant, il y a la possibilité de générer, donc à partir, utilisant le port AMC, à partir de votre modèle conceptuel de données, vous pouvez générer directement le modèle MLDR. Comment? Donc vous allez procéder ici. Alors, outils, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le modèle, générer un modèle logique de données. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez les entités qui vont être transformées en tables. Et chaque table, donc vous avez donc les clés. Donc vous aurez les clés primaires et les clés étrangères qui vont. Donc la clé primaire qui vont vers. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc pour le client, vous avez une agence en tant que clé étrangère. Alors pour employé, vous avez un matricule comme clé étrangère. Alors pour qu'est-ce qu'on avait aussi? Pour compte, on avait num client pour donc comme clé étrangère et opération. Alors vous avez matricule et num cep. Bien, alors maintenant on a donc maintenant on sait les différentes tables. Ce qui nous reste, c'est d'implémenter notre base de données. Donc après la pause, on va voir comment implémenter la base de données sous MySQL. Bien, alors après l'élaboration de notre modèle logique de données relationnelles, alors on va mettre en place notre base de données. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer les différentes tables sur la base de données MySQL. Alors pour ce faire, vous allez vers le site, vous allez donc vers EasyPHP. Alors, vous allez retrouver donc le dev server. Alors, vous allez installer le dev server selon votre Windows d'exploitation. Et alors, lorsque vous allez installer donc ce logiciel-là, alors vous allez le retrouver dans votre programme. Donc moi je vais travailler avec EasyPHP Dev Server 14. Donc j'ai la version 14. Alors vous allez le lancer. Alors lorsque vous lancez le EasyPHP, alors clic droite. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le administration. Vous allez cliquer sur administration. Comme ça, vous allez maintenant utiliser l'interface web de la base de données MySQL, où vous allez faire les différentes opérations d'un utilisateur ou bien d'un utilisateur d'un système de gestion base de données. Alors, comment vous allez lancer la base de données? Alors, vous avez le module ici, administration MySQL. Vous allez ouvrir, vous allez cliquer sur ouvrir. Alors ici, lorsque vous allez cliquer sur ouvrir, vous avez donc l'interface web qui s'ouvre pour permettre la création de votre base de données MySQL.
Alors ici, vous allez remarquer que vous avez ici une nouvelle base de données. Donc vous allez cliquer. Alors donc maintenant, donc la première chose, c'est si vous faites arrière vers la création de base de données sur Access, tout d'abord on crée une base de données qui est vide. Vous êtes d'accord? Donc on va créer tout d'abord la base de données et après la création de la base de données qu'on va créer la structure de stockage de données qui sont les tables. Alors pour cela, donc on va cliquer sur nouvelle base de données. Donc nouvelle base de données. Alors ici, vous avez donc la partie qui va vous permettre de donner le nom à votre base de données. Donc on va lui donner le nom, par exemple DB. Alors DB, alors gestion de compte. Alors gestion compte. Et on va cliquer sur créer. Alors vous avez donc la base de données, elle est bien créée. Donc on va retrouver la base de données. Donc vous avez ici une liste déroulante qui contient les différentes bases de données qu'on a. Alors vous avez voilà la base de données. La base de données qu'on a créée, DB gestion, GC compte. Gcompte. Bien. Alors maintenant, vous avez message qu'aucune table n'a été trouvée dans cette base. Donc on a la base de données vide. Maintenant, on va revenir vers notre modèle MLDR, c'est ça? Alors comme ça, on va voir quelle est la première table qu'on va créer dans la base de données. C'est la table agence. Donc on va vers navigateur. Alors ici, nouvelle table, on va donner le nom de la table qui est agence. Agence. Et ici, vous pouvez spécifier le nombre de colonnes qui contient cette table. Alors ici, donc vous avez à l'aide de MLDR, vous avez donc déjà une vision sur le nombre de colonnes que vous aurez dans la table. Alors vous avez donc trois colonnes, 3 champs. Alors vers navigateur, donc nombre de colonnes, c'est nombre de colonnes ou bien nombre de champs. Alors les champs, ce sont les colonnes. Alors vous avez 3. Alors exécuter. Alors en exécutant, maintenant, il nous donne la main pour créer les champs. C'est-à-dire on va définir la structure de la table. Alors les différents champs avec le type de chaque champ. Alors pour cela, alors qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez ici le nom. Donc on va donner le nom du champ qu'on a. Alors le premier champ, c'est le numéro de l'agence. Num agence. Alors num agence. Alors ce champ-là, donc on va le garder avec un type entier. Et ce champ-là, donc on veut que ce champ-là ait une valeur qui est incrémentée par le système gestion base de données. C'est-à-dire auto-increment. Donc ici, dans MySQL, vous pouvez aussi spécifier cette option. Ici, vous allez trouver le AI, c'est-à-dire auto-increment. Alors, vous allez la cocher. Alors, le champ suivant, c'est le nom de l'agence et l'adresse de l'agence. Alors, le nom de l'agence, nom agence. Alors, bien sûr, donc le nom d'agence, on va le déclarer en tant que varchar. Alors, une chaîne de caractères et on va spécifier la taille de cette chaîne. C'est-à-dire que va contenir maximum, par exemple, 20.
Alors ici, lorsque vous allez spécifier ici le type de varchar, c'est-à-dire que alors la valeur du champ va être variable, c'est-à-dire extensible. Donc c'est-à-dire que la valeur de champ va s'adapter avec la valeur qui est attribuée à ce champ-là. D'accord? Alors si vous prenez donc le texte, c'est-à-dire que vous allez réserver dès le début, mais ici vous allez réserver selon la quantité qui va être stockée dans le champ. D'accord? Alors ici, pour agence, on a dit qu'il y a aussi l'adresse. Alors adresse de l'agence. Alors ici, donc on va préciser que cette taille-là, ça va être le maximum. C'est-à-dire que, par exemple, si vous optez à saisir une chaîne de caractères qui va dépasser le 20, donc vous aurez une erreur au niveau de l'insertion dans cette table-là. Alors, adresse de l'agence, par exemple, maximum, par exemple, 40. D'accord? Alors ici, donc, il ne faut pas oublier que, alors, lorsque vous allez donc spécifier les champs, ici dans le moteur de stockage, vous allez utiliser un moteur ici dans MySQL, c'est InnoDB. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez savoir. Bien, alors ici donc on a créé la table. Alors avec différents champs. Donc bien sûr, est-ce qu'il contient une clé étrangère? Non, il ne contient pas une clé étrangère. Donc on va sauvegarder la table. Donc on va sauvegarder. Voilà, donc on n'a pas spécifié la clé primaire. Donc on va sauvegarder. Et vous allez voir. Donc on va vers donc maintenant pour afficher. Donc vous avez vu qu'on a la table agence, elle est bien créée. Maintenant si on veut afficher sa structure, donc vous avez ici structure, vous allez cliquer sur la structure et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le NUM agence ici, il est souligné, c'est-à-dire qu'il est considéré en tant que clé primaire. C'est-à-dire ici, lorsqu'on a spécifié le champ auto increment, automatiquement il a pris automatiquement il est considéré une clé primaire. Bien, alors on passe à la deuxième table. Alors la deuxième table, c'est client, c'est ça? Alors client. Alors pour ajouter une deuxième table, qu'est-ce que vous allez vers DBG Compte, votre base de données. Alors et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une nouvelle table. Alors la nouvelle table, c'est la table client. Et on va spécifier maintenant directement les différents champs. On a les différents champs de la table client. C'est num client. Alors num client. Alors num client. Num client. Alors entier. Et c'est auto increment.
Et alors le nom client, l'autre champ c'est nom client, alors de type varchar. Alors pour le nom par exemple 20 maximum. Et quoi d'autre pour client? C'est alors new client, non client, profession. Alors profession. Par exemple 20 ici. Allez-y, essayez maintenant de suivre et après je vais vous laisser le temps pour que vous aussi vous implémentez la base de données, n'inquiétez pas. Allez-y, aidez-moi. Alors pour client, qu'est-ce qu'on a? On a déclaré name client, non client, profession. Alors on a aussi le... Alors adresse, c'est ça? Alors on a profession client, adresse client. Alors profession client. Alors adresse. Alors adresse. Adresse client. Aussi de type varchar. Alors par exemple maximum 30. Alors qu'est-ce qu'on aura encore? Alors adresse. Alors adresse, on a deux adresses, adresse postale et adresse email. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors on doit ajouter des champs. On n'a pas des champs suffisants pour la structure. Donc on a besoin de définir l'adresse email et la clé étrangère. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ajouté, donc on va spécifier de exécuter. Et voilà, vous avez deux champs additionnels pour ajouter les champs. Alors on a dit, il nous faut l'adresse email. L'adresse email de client. Alors ici, on a dit de type varchar, par exemple l'adresse maximum aussi 30. Et maintenant la clé étrangère. Alors la clé étrangère qui est alors numéro de NUM de l'agence. Alors NUM agence. Alors ici, est-ce qu'il y a une assistant liste de choix dans MySQL? La question est, la réponse est malheureusement non, il n'y a pas de. Alors ici, donc, n'oubliez pas aussi de modifier alors le moteur de stockage par InnoDB. Bien, c'est bon, on a défini différents champs pour la table client. Alors maintenant on va le sauvegarder. Alors la structure, donc client, vous avez bien la table client qui est bien créée dans la base de données. Alors on va voir sa structure. Alors num client en tant que clé primaire. Alors nom client, profession, adresse, email et numéro de l'agence. Alors maintenant, le numéro d'agence, il est déclaré en tant qu'un champ. Mais est-ce qu'il est défini en tant que clé étrangère dans la base de données? La question est, donc la réponse est pas encore. On n'a pas encore dit que ce numéro d'agence, il est une clé étrangère et il appartient à la table agence. D'accord? On va voir comment la définir dans MySQL. Voilà, donc on va utiliser une vue en gestion.
Bien, alors on va procéder tout d'abord à la création des autres tables et ensuite on va revenir à la notion de clé étrangère. D'accord? Alors on a la table service. Alors on crée la table service. Alors par la même procédure, on va vers nouvelle table. Alors et on note la table service. Alors cette table-là, quelles sont les colonnes? Alors on a numéro de service, un num service. Vous êtes d'accord? Alors on va changer un peu, on va le laisser sans auto-acclimate, comme ça on va voir comment définir un champ en tant que clé primaire. Alors vous avez donc le numéro de service, alors le nom de service, alors ce nom de service, alors type par char, exemple 30 maximum. Et alors quels sont les autres champs? Alors date début, date fin. Alors date service début. Alors de type date. Alors ici donc on va choisir le date time ici pour la date début. Alors comme ça on aura une idée sur la date et aussi sur l'heure, comme vous voyez ici. Alors une combinaison de date et heure. Alors comme ça donc on va voir ici une option qui est intéressante ici. Alors ici pour la date début, normalement ça sera la date système. Alors c'est intéressant que de laisser le système juste sur base de données, c'est lui qui prend en charge l'attribution de la valeur à ce champ-là. Alors comment spécifier ici dans MySQL? Donc vous allez voir ici qu'il y a donc default, c'est-à-dire on va spécifier une valeur par défaut. Donc ici, vous avez que aucune, donc on va changer. Et vous avez que tel que défini avec current time stamp. D'accord? Alors on continue. Alors on a l'autre champ, c'est date fin. Mon début, date fin. Alors, donc par exemple, donc on va choisir date time aussi. Et alors on a besoin donc d'ajouter un autre champ. Pourquoi? Parce qu'on a dans la table service, on a là num client en tant que clé étrangère. Donc on va revenir vers notre MySQL et on va ajouter un champ, une colonne, exécuter, et on va ajouter le num client. Et on va changer le moteur de stockage par InnoDB. Et on enregistre. Alors sauvegarder. Alors service.
Alors, vous voyez ici donc le num service. On doit le déclarer en tant que clé primaire. Alors, on va cocher le champ et primaire. Alors, automatiquement, donc, après, vous avez que la clé, alors le champ numéro service devient une clé primaire de la table service. Bien, alors on revient pour notre MLDR. Alors pour les autres tables, on a la table employé. Alors vous allez voir que lorsqu'on va déclarer la clé étrangère et on va pouvoir saisir des enregistrements de l'employé, on va se positionner dans un cas particulier intéressant aussi. Bien, alors nouvelle table. Et le nom de la table, on a dit que on va créer la table. Quelle table? La table employée. Alors cette table, elle contient la clé, alors matricule, le champ matricule, alors entier, auto-increment, qui sera la clé primaire. Alors le nom, il contient aussi, alors il contient le nom de l'employé. Alors le nom de l'employé, nom, alors on va voir le syntaxe, nom imp. Alors le nom de l'employé de type varchar, alors de taille par exemple maximum 20. Et on a l'email de l'employé. Email EP. Aussi de type varchar. Alors par exemple maximum 30. Et on a dit que l'association réflexive dans le MCD, elle est traduite, dans notre cas MLD, traduite par la clé étrangère qui est matricule sup. Alors matricule sup. Alors je change le moteur de stockage par InnoDB et on sauvegarde. Alors vous remarquez lorsqu'on clique sur sauvegarder, vous avez alors requête, vous avez un message requête en traitement. C'est-à-dire ici, lorsque j'utilise ici l'interface de MySQL, c'est-à-dire chaque opération que j'effectue, c'est derrière une requête SQL qui est effectuée pour réaliser donc chaque option. Par exemple ici, pour la création, il y a une requête SQL qui va permettre la création de la table qui est lancée pour pouvoir créer la table avec les différents champs. Alors ici aussi, lorsqu'on va cliquer sur primaire, c'est-à-dire on va lancer une requête qui va spécifier la clé primaire du champ dans la table. Alors on va voir aussi donc pour spécifier une clé étrangère, c'est-à-dire on va lancer une requête pour spécifier la contrainte. On va parler de la contrainte de clé étrangère sur la colonne ou bien sur le champ. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est clair? Bien. Alors, donc il nous reste seulement maintenant deux. Il nous reste deux tables. Et on va finir la création de notre base de données. Alors, il nous reste donc la table compte. Alors, nouvelle table. Alors, et dans la
table, on a, alors, dans la table compte, on a numéro de compte, num CP. Alors, numéro de compte, alors on va le garder entier et on va spécifier auto-increment. Alors, les autres champs, on a date création, date création. Alors aussi pour date création, c'est, alors normalement c'est la date système, c'est ça? Alors c'est la date système, donc on va le spécifier. Donc comment spécifier la valeur attribuée par le système? Alors défaut, alors que le 5. Et alors aussi donc le compte il est défini par alors on a le champ solde. Champ solde. Alors pour le solde, donc le solde on peut avoir des valeurs par virgule, un solde par virgule, donc on va utiliser le flows. Alors et le champ qui spécifie l'héritage, ici le type de compte, c'est type. Alors type, alors pour type, donc varchar. Alors pour les types, alors soit donc on peut spécifier seulement 10, ou bien si par exemple on va dire que alors compte courant c'est-à-dire CC et compte épargne c'est CE. Donc on peut spécifier 2. Alors par exemple 2. Alors il nous manque aussi donc on a spécifié la structure, mais il nous manque 2 champs qui sont les clés étrangères, num client et matricule. Donc la même chose, on va ajouter 2 champs, 2 colonnes, exécuter. Alors la même chose ici, exécuter, vous avez requête en traitement, c'est-à-dire j'ai lancé une requête SQL derrière pour permettre d'ajouter les champs. Alors les champs, on a dit que c'est num client, c'est ça? Et matricule. Alors on va garder le type int pour les 2 champs. Et bien sûr le moteur de stockage InnoDB. Ah oui. Alors on a oublié de spécifier le nom de la table qui est alors la table count. Et alors la dernière table dans notre base de données, c'est la table opération. Alors le nom de la table opération, alors pour l'opération, on revient au MLDR. L'opération, voici les différents champs de cette table. Alors vous avez le numéro d'opération. Alors num opération. Alors on va le garder int et on va leur spécifier que c'est auto-increment. Et on a la date opération. La date opération de type date. Alors numérique. Alors date time, la même chose, et date opération, donc par défaut ça va être la date système. Et pour opération, bien sûr, on a le montant qui spécifie le montant de l'opération.
Alors, montant. Alors, le montant de type float. Le montant, le type. Alors, le type pour savoir est-ce que cette opération, elle est versement ou bien un retrait. Alors, varchar, et aussi, donc, là, on spécifie soit, par exemple, si on va spécifier V ou bien R. Donc, par exemple, on va faire 2 maximum. Et bien sûr, donc, on doit ajouter alors, 2 champs pour les clés étrangères de matricule et numéro de compte. Alors, on va ajouter 2 colonnes. Alors, cette colonne, c'est, on a dit, la matricule. Alors, entier, et on a le numéro de compte, NumCP. Alors, on modifie le moteur de stockage par InnoDB et on sauvegarde. Alors, si on revient vers la structure de opération, vous aurez donc les différents champs qu'on a créés. Avec la clé, spécification de clé primaire et matricule et NumCP, ce sont des champs qu'on doit qu'on doit les déclarer en tant que clé étrangère dans cette table. Bien. Alors maintenant, on revient à notre modèle logique de données relationnelle et donc on va vers l'agence, la table agence. On a dit c'est bon, il ne contient pas des clés étrangères. Alors on va passer à la deuxième table, la table client. On a la table client, elle contient la clé étrangère num agence. C'est-à-dire je vais donc je vais vers ma base de données et je vais vers la table client. Et dans la table client, alors je vais cliquer sur structure. Et dans la structure, j'ai le numéro d'agence, alors que je dois le déclarer en tant que clé étrangère. Alors pour cela, on va vers vue relationnelle. Vous allez cliquer sur vue relationnelle et qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ici le champ num agence. D'accord? Alors, agence avec quelle table? Alors, on est dans la table client. Alors, cet numéro de l'agence, il va venir d'où? Donc, la table mère de le numéro d'agence, c'est la table agence. Et la clé primaire dans la table agence, c'est num agence. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, si vous procédez à alors si vous sauvegardez, alors ici, est-ce que vous avez créé la clé étrangère ici?
Bien, alors donc on a dit pour la table client. Alors pour la table client, on a dit qu'on a un numéro de l'agence qui doit avoir contrainte, une contrainte d'intégrité non tenue, c'est-à-dire une contrainte de type clé étrangère qui va être attribuée. Alors pour cela, on a dit qu'on va utiliser donc vue relationnelle. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Contrainte de clé étrangère. Donc c'est-à-dire que ici où vous allez spécifier là la contrainte de clé étrangère que vous avez. Alors c'est donc ici qu'est-ce que vous avez ici? Pour numéro d'agence, vous avez message que aucun index n'est défini. Alors pour pouvoir ici créer la contrainte de clé étrangère, alors pour ce champ-là, tout d'abord, on doit créer un index pour ce champ-là. Alors comment créer un index? Alors on va revenir vers la structure. Alors vous avez numéro de agence. Alors et ici donc qu'est-ce que vous avez? Alors plus, vous allez cliquer sur plus au niveau de numéro d'agence et vous avez ici index. Vous allez cliquer sur index. Alors ici, donc qu'est-ce que vous remarquez ici dans le message? Ici, voulez-vous vraiment exécuter? C'est-à-dire ici, vous avez une requête SQL intertable client donc add index, c'est-à-dire pour création de l'index. Alors OK, alors automatiquement vous aurez un index créé au niveau de cette colonne-là. Alors pour vérifier les index, pour voir les index que vous avez au niveau de cette table, vous avez ici index. Vous allez cliquer sur index. Alors qu'est-ce que vous avez? Donc on doit actualiser. Alors on va vers index. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez deux index qui sont créés. Mais pourtant, nous, on a créé un index sur la colonne num agence. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a un index qui est créé sur la colonne num client. Alors c'est-à-dire que le système de gestion de base de données, il crée automatiquement un index pour la colonne de clés primaire. Alors, donc retenez-la bien. Alors, mais pour la clé étrangère, c'est à nous de spécifier la clé étrangère. Pardon, c'est à nous à spécifier l'index à la colonne de clé étrangère. Maintenant, si on revient aux vues relationnelles, alors vous avez maintenant, vous pouvez spécifier ici la contrainte de clé étrangère. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, alors pourquoi on a choisi le moteur de stockage InnoDB? Alors donc c'est là où vient donc la réponse à cette question. C'est alors grâce au moteur de recherche InnoDB qu'on peut définir des clés étrangères dans les tables, quand on peut avoir donc l'aspect transactionnel dans la base de données. Alors si vous allez donc essayer lorsque vous créez donc vous-même vos tables, vous laissez une table avec le moteur de stockage proposé par défaut. Vous allez remarquer que lorsque vous voulez spécifier les clés étrangères, que vous n'aurez pas cette possibilité. D'accord? Donc vous pouvez les tester après. Alors vous avez donc numéro agence. Alors vous avez donc ici le nom de la base de données. Et alors on a dit cette numéro d'agence, cette colonne, de quelle table? Alors la table mère, c'est agence, et avec le numéro de l'agence.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez en spécifiant une agence, vous avez deux options qui s'ajoutent. Alors, vous avez on delete, restrict et on update, restrict. Alors, contrainte d'intégrité référentielle. Oui, donc une clé étrangère, c'est une contrainte d'intégrité référentielle. Alors, mais ici, lorsqu'on va spécifier on delete, restrict et on update, restrict. C'est-à-dire, lorsque je suis dans la table mère, c'est-à-dire agence, lorsque je vais spécifier, donc lorsque je vais modifier, donc lorsque je vais supprimer par exemple une agence qui est associée à des clients. Lorsqu'on spécifie restrict, c'est-à-dire que cette option ne sera pas possible dans mon base de données. C'est-à-dire que je ne peux pas supprimer une agence qui est associée à des clients, c'est-à-dire associée à des enregistrements fixes dans la table client. Alors par l'option restrict. Alors aussi, on update restrict, c'est-à-dire lorsque je modifie une agence qui contient des enregistrements clients, donc je ne peux pas, par exemple parce que si il est autorisé, je peux modifier donc numéro d'agence. Par exemple, je vais modifier le numéro d'agence par exemple agence 01, je vais la modifier par 03. Et par exemple, j'ai des clients qui ont un numéro d'agence 01. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que des clients qui vont appartenir à une agence que je n'ai pas, que je les modifie, donc elle n'existe pas. Donc c'est pour cela donc on a l'option restrict, d'accord? Alors cette option donc restrict, vous avez cascade, vous pouvez la modifier par cascade. Comme ça, lorsque vous allez supprimer une agence, automatiquement vous allez supprimer l'agence avec ses clients. Et lorsque vous allez donc on update cascade, c'est-à-dire lorsque vous allez modifier une agence, vous allez modifier automatiquement, même au niveau de ses clients. D'accord? Et par exemple, donc ici, qu'est-ce que vous avez en delete? Set nul. C'est-à-dire lorsque vous allez alors modifier une agence, c'est-à-dire les clients qui vont être associés à cette agence-là vont être associés à une agence nulle. D'accord? Alors pour nous, donc, pour garder l'intégrité des données, alors pour garantir que les données qui vont être dans ma base de données vont être valides, donc on va garder les valeurs restrict, on delete restrict et on update restrict. D'accord? Alors maintenant on sauvegarde. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué que lorsqu'on a sauvegardé, le nom de la contrainte elle est attribué automatiquement par le système gestion de base de données. Alors le client, alors c'est-à-dire le nom de la table, donc on est dans la table client, et vous avez FK, c'est-à-dire le foreign key, clé étrangère. Alors on va voir après que lorsqu'on va aborder le SQL, on va voir que on va voir en détail toute une partie sur les contraintes d'intégrité et comment les définir pour chaque type de contrainte d'intégrité et comment nommer les contraintes d'intégrité qui sont attribuées dans notre base de données. Bien, alors maintenant, par la même façon, on va définir les différentes clés étrangères pour les différentes tables. Alors, on a la table compte. Alors, structure. Alors, on a le numéro de client. Donc, on va vers le numéro de client. Alors, on va créer un index. Alors, pour numéro client. Et pour l'autre clé étrangère, l'autre qui est matriculé. Et après, donc, la même chose, on va vers vue relationnelle. Et on spécifie la contrainte clé étrangère pour client. Alors, client,
Alors, num client, donc on est dans la table. Alors, on est dans la table compte. Alors, numéro de client, on va le prendre de quelle table? De la table client. Et c'est le numéro client. Alors, on va garder restrict. Alors, pour l'autre champ, alors, matricule de la table. De quelle table? Employé. Alors, avec la clé primaire employé, référencé à la table matricule. Alors, le champ dans le champ, référencé à la table employé, et le champ dans la table employé, c'est matricule. D'accord? Alors, vous avez, alors ici, alors matricule, la clé étrangère, qui va référencer quelle table? Il vient de quelle table? De la table employé. Et dans la table employé, il est défini comment? Il est défini en tant que matricule, c'est-à-dire sa clé primaire. Alors, sauvegarder. Alors, et pour employé, alors lorsqu'on va donc cliquer ici à l'employé, donc on va vers structure et vers matricule sup. Alors, on spécifie la même chose, un index. Et on revient vers vue relationnelle. Alors, dans la vue relationnelle, on a... Alors, quelle est la table mère ici? C'est la table elle-même, c'est ça? Alors, la table employée. Alors, et ici, on a... Alors, la clé primaire dans la table employée, c'est... Dans la table mère, c'est matricule. Et on sauvegarde. Alors, pour table opération, alors structure, alors vous avez aussi donc pour matricule et numéro, alors CP, aussi des index, on va créer des index. Alors, index et index. Alors, la vue, donc on va vers vue relationnelle et on va définir la contrainte de clé étrangère, c'est ça? Alors ici, pour matricule, alors on est dans la table opération. Alors, opération, alors matricule, alors la table mère, c'est employé. Et dans la table mère, on a la clé, c'est matricule. Alors, pour le compte, alors pour le numéro de compte, c'est de la table mère, c'est la table compte. Et dans la table compte, j'ai le numéro de CP. Et dans la dernière table, c'est service. Alors, un service, vous avez le numéro de client, on va lui définir un index et ensuite la contrainte de clé étrangère. Alors, on est dans la table service, on a un numéro de client de quelle table? La table mère client. Et dans la table mère client, on a le num client. Alors, vous faites attention parce que lorsqu'on va étudier le langage SQL, c'est important lorsque vous allez vous-même faire la requête de savoir la table mère et la clé primaire que vous allez spécifier. Comme ça, si vous avez la clé primaire et la clé étrangère avec des noms différents, vous n'aurez pas de confusion lors de la mise en place de votre requête. D'accord? Et sauvegarder.
Bien, alors maintenant, lorsqu'on a, donc, on a défini les différents contrats, maintenant on a une base de données qui est valide. C'est-à-dire que qui respecte donc les contraintes d'intégrité de clés étrangères, comme ça on ne va pas avoir des valeurs qui sont incorrectes dans notre base de données. Bien, donc je vous ai dit qu'il y a aussi donc ici un cas intéressant, c'est alors le cas de l'employé. Alors maintenant, si on veut insérer des enregistrements employés, donc comment on va procéder dans SQL? On va vers insérer, insertion. Alors dans l'insertion, vous allez, alors tout d'abord, vous allez penser à créer un employé supérieur hiérarchique. C'est-à-dire un employé avec matricule sup nul. C'est-à-dire il n'a pas de responsable. C'est lui le responsable. Alors, vous allez dire, donc ici on a dit que matricule c'est auto-increment. C'est-à-dire que c'est le système de gestion de base de données qui va incrémenter la valeur par défaut. Alors on va passer à saisir le nom. Par exemple, un employé 1. Et par exemple, un email, un, par exemple, arrobasque, banque.com, par exemple. Et pour la matricule, on va la garder, on a dit nul, sans valeur. D'accord? Alors ici, nul, il y a une différence entre nul et 0. Donc ici, on ne va pas mettre 0, mais on va garder la valeur nul. Alors on va exécuter. Alors qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez, voilà la requête. Alors qu'est-ce que vous, donc il insère matricule, il insère une valeur nulle, c'est-à-dire entre côtes, il attribue une valeur nulle. Donc, quel est le problème à votre avis? Donc, je vais refaire l'insertion. Alors, on a inséré un 1. Par exemple, ici, je vais incrémenter. Je vais choisir 1. Alors, imp 2. Email, par exemple, imp. Donc, on le voit, il est affiché, imp 1 pendant. Alors, on a dit que matricule sup, on va le laisser nul. Alors, on va exécuter. Alors, si on affiche la requête, qu'est-ce que vous avez? Alors, il a attribué alors valeur 1. Alors, 1, et ici, donc ici, entre deux côtes vides, c'est-à-dire, il va saisir nul. Alors, mais ici, donc, l'insertion ne passe pas. C'est-à-dire, l'insertion de cet enregistrement n'est pas effectuée dans la base de données. Pourquoi? Donc, je vais vous dire la raison. Oui? Voilà. Parce qu'ici, dans MySQL, si vous revenez à la structure, par défaut, qu'est-ce que vous avez ici? Nul. Alors, par défaut, dans le système gestion base de données, mais est-ce que vous avez par défaut? Non, c'est-à-dire que chaque champ doit obligatoirement avoir une valeur. Alors, dans ce cas-là, donc, il faut faire attention parce que ici, ce champ-là, on doit avoir des valeurs nulles pour ce champ-là. Donc, c'est pour cela. Alors, pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc ici, on va vers ce champ-là et on va le modifier. Alors, modifier. Alors, qu'est-ce que vous avez donc ici? Nul. Alors, on va cocher
cocher ici nul, comme ça, je vais autoriser d'avoir des valeurs nulles dans ce champ. Bien, alors on sauvegarde. Alors maintenant, lorsqu'on va procéder à insérer, à votre avis, est-ce que le problème va être résolu? Alors on revient, donc on va incrémenter 1. Alors ici, on a le premier employé. Alors maintenant, on ne saisit rien, c'est-à-dire la valeur nulle pour ce champ. Exécuter. Hop. Alors qu'est-ce que vous avez le message? Une ligne insérée. Alors maintenant, si on veut voir la valeur insérée, alors je vais vers afficher, ou bien je vais cliquer directement sur employé. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez alors donc l'employé, premier enregistrement employé avec les différentes valeurs pour chaque champ. Et vous remarquez donc pour matricule sup, on n'a pas spécifié de valeur, mais elle est insérée nulle. Est-ce qu'il est inséré par 0? Non, il est inséré par valeur nulle. Alors comme ça, lorsqu'on va insérer les employés de ce supérieur, de cet employé qui est supérieur, on va spécifier son numéro. Donc par exemple, maintenant on veut insérer, je vais alors insérer 1, 2, 1, 2, banque.com. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que vous pouvez spécifier le numéro de matricule de l'employé que vous avez saisi, c'est-à-dire de responsable avec la valeur nulle. Alors vous avez donc le responsable 1. Alors insérer, donc exécuter. Alors vous avez affiché. Alors l'insertion elle est bien établie. Donc vous avez l'employé 2, matricule 2, avec son supérieur qui est le matricule 1. Alors qui est le 1 par. D'accord? C'est clair maintenant? Bien, alors une minute. Alors maintenant, vous pouvez donc facilement faire les différentes insertions, vous compléter votre base de données et aussi compléter votre compte rendu. D'accord?